analyse, peut-être quelque chose que… Excuse-moi, oui, j'ai lancé l'enregistrement. Ok, j'ai compris. Hop. Donc, je disais, voilà, donc bonjour à tous. Nous avons un gérant de laboratoire d'analyse biologique, c'est ça? Et du coup, peut-être que, comme vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous partez d'ici 20 minutes, demi-heure, n'hésitez pas à couper un tout petit peu, parce qu'après, il faut quand même qu'on soit dans les temps pour essayer de… Oui. Si jamais vous avez des avis par rapport à votre métier, en lien avec avec la pince et avec ce qu'on est capable d'analyser ici. Voilà. D'accord. OK. C'est gentil, merci. Parfait. Donc, oui, je voulais te laisser te présenter, Maxime, puisque ce n'est pas encore fait. Eh bien, écoutez, voilà, Maxime Ley, diététicien nutritionniste non loin de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Je suis, voilà, comme vous, je suis en possession, ou peut-être que vous allez être, ou vous serez en possession du biodie de l'analyse d'impédance métrique proposé ici. J'apprends tous les jours et on m'a proposé de pouvoir faire une étude de cas avec tout le monde, non seulement pour m'entraîner, mais aussi de toute façon pour partager avec ma vision voilà, du diététicien en libéral. Voilà. S'il y a jamais des petites questions aussi niveau technique, je me permets aussi, j'ai une ancienne casquette d'ingénieur électrotechnique, donc ça peut-être me rassurer sur certains points. Voilà, bon, c'est rien d'obligatoire, mais surtout, on est surtout là sur la prise en charge d'une personne. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Maxime. Donc, oui, on a rencontré donc, Maxime sur le salon de Lyon, le salon des diététiciens, donc les journées francophones des diététiciens. Et puis, voilà, donc j'ai proposé à Maxime de participer à une étude de cas parce que c'est toujours beaucoup plus pédagogique quand les webinaires sont interactifs. En tout cas, sachez s'il y a d'autres volontaires, n'hésitez pas à me faire part par mail, si vous êtes motivé pour participer à un webinaire, nous proposer vos idées aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire des études de cas un peu particulières. Et donc, Maxime nous a proposé un cas très intéressant d'une personne en situation d'obésité et une personne qui est à corpulence normale. Et en fait, il a trouvé intéressant d'analyser à la fois un cas qui est assez récurrent, hein, donc un objectif de perte de poids, et finalement un cas d'une personne qui a un poids normal. Et donc, c'est assez intéressant pour mettre en avant l'intérêt de la bioimpédance métrique chez quelqu'un qui a un poids normal. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Alors, du coup, on voit les diapos sur les côtés. Ah, je vais le mettre en plein écran. Ok, donc est-ce que c'est bon pour tout le monde? Enfin, je suppose si c'est bon pour toi, Maxime, que c'est bon. Oui, pour moi, c'est bon, on voit tout. N'hésitez pas à fermer vos micros et à les ouvrir juste si vous avez une question et que vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. Là, on comprend. Mais si vous êtes disponible jusqu'à la fin, ce serait plus pratique quand on fasse questions-réponses à la fin. Très bien. Donc, voilà pour les présentations. Donc, enchantée, moi, c'est Johanna Chapuis. Donc, je suis diététicienne nutritionniste et formatrice à eBiody. Et je suis spécialisée dans la nutrition du sport. Et Maxime Ley, donc tu es également diététicien nutritionniste, formé en éducation thérapeutique du patient. Et donc, tu réalises des DU en ce moment qui sont en cours de préparation. C'est ça. Ok, donc là, voici une petite vue du sommaire. Bon, on ne va pas s'attarder dessus, mais sachez que je peux vous envoyer à tous et à toutes le support de ce diaporama et le sommaire pourra vous aider après, plus tard, si vous voulez relire cette étude de cas vous-même. Vous saurez retrouver à quelle page, quel indicateur. Donc, on a souhaité commencer avec le suivi d'un patient en situation d'obésité. Donc, Maxime, je vais te laisser commencer et puis moi, je viendrai compléter. Voilà.
Ok, ça marche. Alors, voilà, donc on a un export d'une mesure voilà, d'un homme qui qui est venu chez moi tout simplement pour un rééquilibrage alimentaire, en tout cas une volonté d'améliorer son alimentation et peut-être potentiellement voilà, perdre du poids. Ce n'était pas vraiment son objectif, bien qu'on a passé une anamnèse assez complète. Quand on est en obésité, vous le savez sûrement, c'est voilà, polypathologique, multifactoriel et très, très, très tôt, souvent dans la vie. Donc, il y a vraiment un temps d'échange à avoir avant. On passe le temps d'échange, on a un beau questionnaire, un échange assez constructif. Et vient le temps de l'analyse, donc je lui explique. Je pars du principe que du coup, c'est ça, vous connaissez un petit peu l'outil plus euh, les critères d'analyse. Et les premiers qui sont apparents ici, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne de 95 kilos pour 1,65 m. Ça nous affiche directement son IMC. Généralement, l'IMC nous permet de catégoriser quelqu'un, donc à savoir comment on va lui expliquer, ou peut-être même pas, et on va peut-être directement se porter sur des critères directement physiologiques pour aborder une consultation, euh, je dirais, en douceur. Nous avons ici l'angle de phase et donc l'impédance et la réactance de la personne. En dessous, on s'est permis de rajouter les références. Donc du coup, l'angle de phase, généralement, ça correspond à la qualité de la cellule. Donc la qualité de la cellule, ça veut dire quoi? De ce qu'on peut en dire et de ce qui a pu être étudié, une qualité de cellule, ça va être sa rigidité, sa capacité à échanger, à développer peut-être même des cytokines pro-inflammatoires ou non, la montée des récepteurs, la fluidité de la membrane. Donc un angle de phase va surtout voilà, se baser sur ça et on pourrait peut-être déjà savoir s'il y a un manque pardon, d'acide gras oméga 3 pour cette fluidité ou un apport trop conséquent, peut-être en acide gras saturé. Ce ne sont que des suppositions, puisque pour l'instant, nous sommes voilà, entre deux références, ici entre 6 et 7,5 degrés. Donc la personne est à 6,8, ce qui est tout à fait correct. Si la personne descendait en dessous de 5, au fur et à mesure des analyses, on alerterait très rapidement sur un potentiel risque grave. Voilà. Ensuite, nous avons du coup la réactance de cette personne-là. C'est un rapport entre les hautes fréquences et les basses fréquences proposées par le BioDXpert qui définit en fait la distribution des électrolytes à la cellule, la circulation des fluides, vous voyez. On a du coup des références qui nous permettent ici, entre 0,73 et 0,8, de définir un potentiel état inflammatoire. Toujours, voilà, on peut essayer de le confirmer s'il y a des valeurs hors normes par un bilan biologique. Je pense à la CRP. Et déjà se dire, bon, peut-être qu'il faudra réduire, on va dire, adapter le quotidien de la personne, l'environnement et aussi son alimentation si on peut, pour diminuer cet état inflammatoire et éviter du coup cette potentielle inflammation, souvent autour du ventre, qui est un cercle vicieux et qui continue en fait à protéger et à augmenter la masse grasse. Voilà, donc on peut passer à la suite. Oui, donc je voulais juste rappeler que pour l'angle de phase, on a différentes références en fonction du niveau d'activité physique. Donc là, les références qui sont notées sont pour un homme qui a un niveau d'activité physique faible à moyen. Donc là, ce patient est plutôt sédentaire. Donc c'est pour ça que nous avons cette référence de noter. Donc c'est vraiment propre à ce patient. On n'a pas jugé nécessaire de remettre toutes les références de tout le monde puisqu'il s'agit d'une étude de cas. En tout cas, merci Maxime pour cette explication très, très intéressante. De rien, j'essaie de faire au mieux. Alors ici, ce qu'on vous propose à gauche, c'est ce qui ressort directement, c'est ce qu'on voit en premier. Tout simplement, c'est ce qui est un petit peu le plus gros sur l'écran quand on va présenter ça aux patients. C'est un récapitulatif.
On a une synthèse des écarts théoriques. Donc, ce genre de cible, on peut très vite les comprendre. Tout le monde les comprend. Voilà, vert, c'est correct, et rouge, c'est pas bon. Très bêtement. Mais c'est vraiment en fonction des critères anthropométriques, par exemple, qu'on a insérés dans l'outil avant, et qui, du coup, nous feront une sorte une synthèse ici. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer des écarts théoriques. Alors, nous sommes à plus 20,5 kg de masse grasse supplémentaire par rapport à un gabarit de référence proposé, c'est-à-dire poids taille et à IMC dans la norme. Nous avons aussi, comme c'est une personne en obésité, une surcharge pondérale et donc une masse musculaire supérieure. Ce qui est très intéressant ici, c'est de la voir directement. On est quasiment à 4 kg. Quand une personne vient nous voir fébrilement, dans des états un petit peu émotionnels, c'est super intéressant de pouvoir montrer ça dès le début. Tout simplement parce que quand on va la rassurer, on l'imagine, on peut lui faire imaginer, voilà, vous avez déjà une masse musculaire bien plus élevée, ce n'est pas entièrement voilà, du gras, et ça permet un petit peu de pondérer le discours, voilà, et toujours d'être dans cette optique d'échange, je dirais, comment dirais-je, empathique. Voilà. Ensuite, nous avons un volume hydrique. Donc, on peut déjà estimer la variation de l'hydratation, tout simplement, au fait de la personne. Alors, ça va être très rapide, on va pouvoir le développer plus tard. Ici, on a moins 3 litres. Alors, j'ai un petit peu flou pour moi. Je ne sais pas si tu peux peut-être développer un peu plus sur ce curseur-là. Ou ajouter peut-être ce que toi, tu pourrais dire sur ça, hein, sans vouloir... Oui, pour l'instant, je suis obligée de sortir du mode plein écran pour zoomer, malheureusement. C'est pour ça qu'on Ouais. l'avait mis à côté, pour qu'on puisse revoir, parce que c'était pour illustrer voilà, de quoi on Mm. parle. Mais voilà, effectivement, moins 3 litres d'eau. Donc ça, c'est vraiment le volume hydrique, et ça correspond à l'indicateur hydratation en graisse que nous allons approfondir plus tard, effectivement. Donc rien à rajouter pour le moment. Ouais. Alors, les indices, du coup, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond sur la droite par rapport au. Alors, c'est ce qui est en bas, oui. OK. Masse grasse. Alors, c'est par rapport à la dernière pesée, la dernière mesure, pardon, ou pas? Oui, Je sais. alors c'est par rapport à la mesure du tableau de bord sur laquelle on est. Et les indices, on va pouvoir les approfondir peut-être plus quand on parlera du squelette, puisque là, je pense que pour pas trop vous perdre, on va commencer plus avec la masse grasse, masse musculaire, et puis ensuite les indices. Donc on peut constater que en fait, la personne, elle a un indice masse grasse très élevé et un indice charge totale très élevé, ce qui veut dire que la personne, elle a trop de masse grasse par rapport à ses articulations, et c'est pour ça qu'on va pouvoir analyser ça sur l'indicateur squelette. Oui. Donc on sait qu'on va regarder l'indicateur squelette. Donc voilà, ici, nous avons déjà un premier diagnostic qui met la personne quand même en confiance. C'est à inclure dans le process, un petit peu de la consultation. Généralement, en plus, vous savez, quand une personne vient dès la première séance, on essaye toujours on a tendance à vouloir fournir quelque chose dès le début, surtout si, pour ce genre de profil, on est sur un travail long terme. Donc, on essaie d'expliquer au mieux dès le départ pour qu'il y ait une belle compréhension, qu'à la maison, ça se rassure et qu'on pérennise son suivi pour son état de santé. Voilà. Donc ici, nous avons les tuiles, les indicateurs énergétiques, sont les premières qui apparaissent en dessous de la cible. Nous avons le métabolisme de base et la dépense énergétique. Alors, les valeurs calculées et les valeurs de référence, de mémoire, elles sont calculées avec les formules de Harris et Bénédicte. Tout à fait. Voilà. Sauf que donc pour les références estimées avec c'est donc le poids et la taille, hein, et la dépense énergétique proposée au début. Mais pour cette personne-là, il y a une valeur calculée plus réelle, du coup, qui tourne autour des 1800 kilocalories contre 1500. Alors là, on parle de vraiment si la personne est allongée toute la journée, dort toute la journée. Voilà, c'est son métabolisme de base.
Donc, il est plus élevé, un petit peu plus que l'estimation. Alors, on verra par la suite, forcément, il y a son surplus, mais il y a aussi sa masse musculaire, son activité. Aujourd'hui, nous avons un curseur plutôt dans le vert. Pour l'instant, on ne peut pas conclure de quoi que ce soit. On va essayer d'analyser un petit peu plus tard. Mais ça nous donne déjà des bases. Donc, la dépense énergétique totale, elle est calculée autour des 2500 kilocalories. Effectivement, on a tendance à moins aller sur un calcul des calories aujourd'hui, mais d'avoir une fourchette. On est tous sensibilisés à ça. Les personnes aussi, certaines sont sensibles à ça et ont besoin de rapports, ont besoin d'objectifs. Ça peut être utile aussi dans ces cas-là. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça serait d'osciller entre 2000 et 2400 pour avoir une stabilisation de son poids. 2500 calories, on n'est pas à 100 calories près. Il s'avère que c'est un petit peu plus riche que ce qu'il faudrait, puisque c'est pour ça qu'on est ici sur un curseur rouge. Tout à fait. Donc là, les 2000 à 2400 calories qui sont conseillés, ils sont conseillés, c'est des apports caloriques inférieurs aux dépenses énergétiques, puisque cette personne a trop de masse grasse. Donc voilà, il faut induire un petit déséquilibre de la balance énergétique dans l'autre sens, parce que pour prendre cette masse grasse, elle consommait trop de calories par rapport à ses dépenses. Donc là, on inverse. Voilà pourquoi on a une diminution de moins 5 à moins 20% qui est conseillée. Voilà. Et puis en dessous, les kilojoules, hein, pour les diététiciens qui préfèrent travailler avec les kilojoules. Nous passons ensuite aux indicateurs de masse grasse. Alors, la masse grasse brute et la masse grasse à hydratation constante, de ce que je peux en expliquer. Donc, la masse grasse brute, c'est avec son état d'hydratation, là, actuellement, au jour J, où je la mesure. Et du coup, l'hydratation constante, c'est un calcul avec la même masse grasse et avec son hydratation idéale. Voilà, donc on verra sur un curseur dans le vert. Ça nous permet de voir un petit peu le décalage qu'il y a entre les deux. Il s'avère que là, on est quand même sensiblement pareil. Nous sommes quasiment à 1 kg voilà, de différence. Donc, l'hydratation sera quand même quelque chose à aller regarder un peu plus bas pour vérifier cela. Exactement. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent approfondir ce sujet à la fin, on pourrait y revenir, mais je trouve que c'était clair. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin d'y revenir. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous relancer par rapport à la nuance entre ces deux indicateurs. Alors, après la graisse, la masse musculaire. Donc ici, la masse musculaire squelettique, ce sont tous les muscles striés du corps et la masse musculaire squelettique des membres. Donc, vous savez que c'est généralement quelque chose qu'on va plus regarder puisque ça va définir je dirais, souvent l'état de santé de la personne, par le ratio qu'il va y avoir au niveau des masses musculaires des cuisses et des bras par rapport au tronc. Alors, sachant qu'ici, c'est une personne en obésité. Hein. Déjà, là, on peut affiner, avoir une réflexion différente si on avait un sportif, un rugbyman, par exemple, très musclé, des cuisses, voilà, ou des bras. On peut avoir déjà des infos à apporter. Ici, on se retrouve avec donc, 30 kg sur le corps entier et autour des 23 kg voilà, pour les membres. Donc après, on peut faire un lien avec la répartition corporelle de la personne en visu. Ça peut nous faire déduire si elle a une sarcopénie, parce qu'il se peut qu'elle soit en obésité, mais on ne sait pas trop. Elle a commencé un traitement en oncologie, on est déjà en dénutrition et on a potentiellement une baisse qui va se voir sur les masses musculaires. Il ne faudrait pas tendre vers la sarcopénie, mais quand même. Voilà. Donc, pour cette personne-là, voilà, on est dans le vert, tout va bien, on est à plus 3 kg. On est en lien avec ce qu'on a dit au début, une masse musculaire un peu plus importante, une dépense énergétique un peu plus importante. Et moi, j'aime bien dire, en fait, voilà, prenez vos 3-4 kg de masse musculaire, comparez-les à une viande hachée de 5%, voilà, et achetez 4 kg de viande et mettez-les sur la table. C'est ce que vous avez sur votre corps. Alors, c'est plutôt bénéfique.
Et déjà, la discussion évolue. Ça casse un petit peu le miroir, ça permet d'un petit peu comprendre et de visualiser, parce que là, on est sur des chiffres, sur des évolutions, sur le curseur vert, ça peut être une petite image à porter. Voilà. Alors, j'ai un petit peu flou pour moi, indicateur masse hors graisse. Alors, je vais... Oups, pardon. Je vais sortir du plein écran et je vais zoomer. Allez. Donc on n'hésite pas à regarder aussi en bas les index, le rapport sur la masse hors graisse, aussi autour des 51. Voilà, pour une femme, c'est plutôt 49%, et pour un homme, autour des 51. Donc, vu sa taille et son poids, la masse musculaire devrait viser, je dirais, à terme, ce niveau-là. Donc, Ouais, ici, alors, regardez, il y a juste une fourchette pour les femmes, c'est entre 49 et 51, donc ouais, effectivement, ok. et entre 51 et 53%. Donc, il s'agit vraiment de mesurer la répartition, la proportion de la masse musculaire par rapport à la masse hors graisse. D'accord. Et donc là, elle est correcte, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on peut passer. Je ne sais pas ce que Voilà. tu en penses. C'est plutôt positif, et voilà. on passe à la suite. Ah, c'est vrai qu'on voit un peu mieux. Donc, nous avons la masse sèche hors graisse, l'eau totale. Nous avons une addition qui résulte sur la masse hors graisse. Alors, tout est dans le titre. La masse sèche hors graisse, alors on va vite avoir tendance à confondre un peu tout ce qui se passe entre graisse, hors graisse, à hydratation constante ou non. Ici, la masse sèche hors graisse, c'est tout le corps déshydraté, on pourrait dire. Voilà, on arrive à quasiment 18 kg. L'hydratation totale, on va dire le volume d'eau total de la personne autour des 40-41 litres, et donc la somme des deux est à 58-59 kg. Voilà. Donc derrière ça, on pourra estimer la masse grasse et commencer à déduire des rapports hors, enfin, par rapport à la masse musculaire. Là, on vient de voir la masse hors graisse. Donc, on a vu la masse musculaire, il y a les os, et qu'est-ce qu'on a de supplémentaire? On peut dire les organes aussi. C'est ça? Absolument, c'est ça. Ouais. Donc, si on peut même jeter un petit coup d'œil au niveau de la tuile masse hors graisse, tout en bas, le contenu minéral osseux, donc autour des 2,6 kg qui se rajoutent, qui sont inclus dans cette masse totale. Voilà, c'est la masse totale hors graisse. Comme son nom l'indique, on a en fait ce chiffre-là qui est calculé au tout début pour la dépense énergétique et le métabolisme de base en référence. Très bien. Donc là, déjà, on voit dans la masse sèche hors graisse et la masse hors graisse que cette personne, elle est dans la zone verte. Donc, très bien. À garder comme ça, on va surveiller les évolutions. Il ne faut pas que ça descende, parce que le défi, justement, c'est lors de la perte de poids, de maintenir la masse musculaire. Oui. Est-ce que je peux passer à la slide suivante? Connecté? Oui, on vous entend. Attends. Allez-y, allez-y. Donc, OK, je peux passer à la masse cellulaire active. Alors celui-là, il est un petit peu spécifique. La masse cellulaire active, ça va être toutes les cellules qui sont composées, qui sont riches en protéines, en acides aminés, en électrolytes aussi, en minéraux. On en comptabilise l'ADN. En fait, des cellules actives, ça va être par exemple voilà, les masses musculaires, toutes celles sur lesquelles on peut compter pour comment dirais-je, un anabolisme protéique. Peut-être que, par exemple, l'ossature, ça faudra me confirmer, je ne suis pas expert, l'ossature n'est pas comptée, il me semble qu'il y a certains organes qui ne le sont pas. Typiquement, on pourrait imaginer, on pourrait se rapprocher, j'essaie de faire des liaisons sur les voies métaboliques azotées.
elles sont faites dans ces masses cellulaires actives. Donc, c'est un état de santé général qu'on voit de la personne. Typiquement, pour une personne peut-être plus sportive, on va voir comment elle va absorber, assimiler, utiliser son régime avec, ses protéines pour peut-être voilà, une compétition ou là, en ce cas-là, une perte de poids avec un maintien de la masse musculaire et un maintien de la masse cellulaire active. Absolument. Et donc, pour maintenir la masse musculaire, il faut bien entendu manger équilibré, manger suffisamment de protéines. Et là, on constate que depuis les dernières mesures, cette personne, elle a perdu en masse cellulaire active. Donc, on suppose qu'elle a mangé un peu moins équilibré, ou en tout cas moins de protéines. Bon, pour la masse protéique métabolique, on voit qu'il y a une hausse. Donc, ça veut dire que la personne a amélioré la qualité de ses protéines. Donc, elle a certainement amélioré la qualité de son alimentation, mais on pourrait se poser des questions en termes de quantité, de répartition des nutriments et aussi en fonction de la digestion de la personne. Est-ce que la personne, elle souffrait de malabsorption intestinale? Parce que des problèmes de malabsorption intestinale peuvent poser problème dans l'assimilation des nutriments. Oui, très belle explication. Et donc, vous avez l'eau intracellulaire qui est renseignée. On a deux jauges ici. Vous avez la masse cellulaire active, mais vous avez aussi l'eau intracellulaire. Parce que pour que les cellules fonctionnent bien et soient performantes, donc tu donnais l'exemple d'un sportif, Maxime, eh bien, c'est parfaitement le bon exemple, puisque pour un sportif, il faut qu'on ait assez d'eau à l'intérieur de la cellule pour qu'on soit le plus performant possible. Là, dans tous les cas, bon, cette personne, ce n'est pas un sportif professionnel ni sportif tout court. On a vu qu'il était sédentaire, mais il lui manque de l'eau intracellulaire. Donc, on va retenir cette information-là et on va regarder, quand on regardera les indicateurs hydriques, est-ce qu'il s'agit d'un manque d'eau intracellulaire parce qu'il y a un déséquilibre hydrique? Vous savez que l'équilibre hydrique, c'est le rapport entre l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire. Ou est-ce qu'il lui manque de l'eau tout court? Autant il lui manque de l'eau dans l'extracellulaire et dans l'eau intracellulaire. On va approfondir ce sujet dans les indicateurs bleus, donc les indicateurs hydriques. Un petit passage par le contenu minéral osseux qu'on a vu précédemment. Par déduction, on arrive à soustraire le volume, la quantité de masse osseuse que nous avons chez l'individu, un petit peu plus élevé ici en vert, en lien avec sa morphologie, mais quand même assez proche de sa valeur de référence. Donc voilà. On peut entendre, Voilà. c'est vrai que j'ose dire parfois qu'on entend j'ai des gros os, c'est pour ça que j'ai eu une facilité à prendre. Ici, nous avons 2,6 kg d'os. Peut-être que pour un autre homme un peu plus charpenté, on va atteindre les 3 kg, 3,5 kg. C'est déjà très, très bien. Donc, on n'a pas des grosses fluctuations, en tout cas sur la masse osseuse. Oui, pour rappel, on ne parlera pas, en tout cas, si la personne était dans le orange ou le rouge, on ne parlerait pas d'ostéoporose. On parle d'ostéopénie si la personne est plutôt dans la zone rouge ou dans la zone orange basse. Et ça peut motiver la personne à faire des examens supplémentaires pour poser un diagnostic d'ostéoporose. Mais même si la personne avait un squelette faible, on ne pourrait pas parler d'ostéoporose. Maintenant, on a mis les indices à côté parce que les indices de charge, ils nous permettent d'évaluer la capacité du squelette à supporter les charges. Donc, la charge en muscle, elle permet d'évaluer la capacité du squelette à supporter la masse musculaire. Donc là, elle est très bien, elle est en vert. Elle est inférieure à 1,10. C'est le but, d'être inférieure à 1,10. Et la charge totale, par contre, elle est nettement supérieure à 1,10 parce qu'en fait, il s'agit de la capacité du squelette à supporter la masse grasse et la masse musculaire. Donc, comme cette personne a une masse grasse très développée, eh bien, elle a une charge totale très élevée. Ça veut dire que cette personne va risquer, elle a de grandes chances de se blesser si elle pratique des activités physiques ou sportives qui auront des impacts assez lourds sur les articulations. Donc, tout dépend de l'activité physique, mais en ayant une charge totale en rouge, comme vous l'avez dans cet exemple, ça va vous orienter parce que très souvent, les diététiciens motivent aussi leurs patients à se mettre à de l'activité physique, mais ça va vous permettre d'éviter de conseiller, par exemple, une course à pied
à quelqu'un qui a une charge totale à 1,47, comme c'est l'exemple ici. Et nous passons du coup au curseur bleu. Nous revenons sur l'eau totale que nous avions présenté précédemment. Du coup, on peut s'apercevoir qu'il y a une légère baisse du volume total d'eau, moins 2,2 litres. Donc ça nous fait passer en orange. Premier critère d'alerte, vérifier si potentiellement une déshydratation. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a une personne qui est en surpoids, qui est en obésité, et les calculs d'eau sont peut-être un petit peu plus moins, je dirais moins précis, puisqu'en fait, une personne plutôt normopondérée va avoir une quantité d'eau mesurable, plus une personne dépasse les 30% en fait, de masse grasse. Moins on va pouvoir, en fait, on ne va pas pouvoir estimer cette eau. Il y a pas mal d'études, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été ajoutées, du coup, l'algorithme qui définit une hydratation pour X pourcentage de masse grasse au-dessus des 30%, ce qui est du coup réaligné après sur les curseurs hydriques. Aujourd'hui, alors, juste, nous voyons ici l'équilibre, la balance extra- et intracellulaire. Du coup, nous avons alors, les petits curseurs en bas autour des 16 litres et des 24 litres en intra. Alors, ça, c'est normal. Du coup, pour interpréter cela, on a toujours les fameux curseurs ici en vert. On se dirige légèrement vers la droite, ce qui est tout à fait correct. Donc, on peut déjà estimer un état hydrique et une balance hydrique assez correcte entre les deux. Nous avons les valeurs calculées ici à 39%, contre en extracellulaire et 60% en intra. Et les références estimées sont en 38 et 62. Donc, on est quand même plutôt bien équilibré, hydraté. Je ne me trompe pas? Alors, il y a juste pour l'eau totale. Donc là, l'eau Ouais. totale, elle représente vraiment l'eau totale dans le corps et on ne retire pas encore l'eau qui est dans le tissu adipeux, contrairement à l'hydratation hors graisse qui va retirer l'eau qu'il y a dans le tissu adipeux. Donc pour l'instant, c'est un indicateur qu'on va utiliser dans tous les cas de figure. Mais c'est vrai que l'hydratation hors graisse, il faudra faire attention parce que c'est vrai, à partir de 30% de masse grasse, le tissu adipeux se déshydrate et l'hydratation hors graisse, on le verra plus tard, sous-estime l'hydratation chez des personnes en fort surpoids ou en obésité. Par contre, pour l'équilibre hydrique, rien à ajouter, je suis d'accord. Et donc voilà, Voilà. on enchaîne cette explication. Merci du coup. Voilà, cette masse grasse à hydratation constante qu'on a vue au tout début, on la reprend et on essaye de voir donc si cette personne est soi-disant bien hydratée, comment cela évoluerait. Ici, on était en rouge. On prend l'hydratation hors graisse qui était, alors de ce que je vois, j'arrive à voir plutôt en orange, rouge, mais c'est pas celui-là qu'on va regarder, c'est plutôt l'eau totale, puisqu'on vient de vous dire que justement cette personne est au-delà des 30% de masse grasse. Et donc, on a un petit indice juste en dessous, l'hydratation de masse hydrique, alors pardon, MAG, c'est compliqué à tout retenir, C'est de masse hors masse graisse, hors graisse, hydratation, voilà. oui. Hydratation masse hors graisse qui va pondérer en fait le résultat avec une tolérance ici entre 69 et 77%. Nous sommes à 69%, on pouvons en fait tout de suite rassurer la personne en lui expliquant que voilà, si on arrive un petit peu à réduire son poids, hein, tout simplement, ben, on va pouvoir récupérer un peu plus d'hydratation hors graisse. Mais ce n'est pas alarmant aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un discours motivant qu'on va avoir juste avec cette analyse corrigée. Exactement. Alors, l'hydratation hors graisse, l'équilibre hydrique hors graisse. Alors, il faut que j'arrive à me recaler un petit peu toutes ces cases dans ma tête.
Donc justement, l'hydratation en graisse, c'est ce fameux indicateur qu'on avait dit qu'on n'analysait pas chez ce patient de plus de 30% de masse grasse, qui est composé à plus de 30% de masse grasse. Et il y a une flèche qui montre l'équilibre hydrique hors graisse pour vous dire, pour vous rappeler que ces deux indicateurs sont liés. Donc on ne va pas non plus l'analyser chez ce patient-là non plus, mais c'était à titre de rappel que ces deux indicateurs-là, on va éviter de les analyser chez un patient comme ça. On va plutôt analyser donc l'eau totale et l'équilibre hydrique total, puisque dans ces deux indicateurs-là, on ne retire pas d'eau. Et donc, il n'y a pas de risque d'erreur. Tandis que quand il y a plus de 30% de masse grasse, il y a un fort risque d'erreur dans l'hydratation hors graisse et l'équilibre hydrique hors graisse. Pour ces deux indicateurs, je pense qu'on va passer, puisque c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur la première étude de cas et il ne nous reste plus beaucoup de temps pour la deuxième étude de cas pour le patient normopondéré. Donc, ce que je propose de faire, c'est d'aller rapidement expliquer chaque indicateur. Bon, en tout cas, ça sera moins long puisque ce patient est en bonne santé, mais malheureusement, on ne pourra pas l'approfondir autant que le premier. Alors du coup, oui, cette personne-là a été mesurée plusieurs fois. Le but, comme ça, se dire qu'il n'y a pas beaucoup de, il y a pas de risques, il n'y a pas de, pourquoi venir voir un diététicien nutritionniste? Ça s'avère que cette personne-là est tout à fait dans les normes, visuellement en tout cas, hein. Plus ou moins actif. Alors ici, je l'ai calé en moyen. C'est-à-dire que cette personne pratique aussi 1 à 2 fois du sport par semaine. Donc peut-être passer moyen à actif en fonction des profils. Tout de suite, ce qu'on voit, c'est l'angle de phase. Moi, c'est mon petit chouchou. Voilà, je vois cette personne qui vient pour la 3e fois. Donc, on voit 3 petits points, 3 mesures, et qui a amélioré son profil d'angle de phase, qui laisse supposer une meilleure alimentation, surtout en lipides et en oméga 3. Ce que je lui avais conseillé dès le début, puisque il est commencé à avoir des petites tendinites. On s'était dit, bon, mais au niveau alimentation, on va plutôt partir sur quelque chose d'anti-inflammatoire, global, avec, avec une amélioration de son quotidien aussi, hein, parce que ça ne fait pas tout, en espérant aller vers cet objectif-là. Donc, il a mis en place ça, ce qui va tout à fait dans les règles de santé aussi, par ailleurs. Et voilà, donc on a 8,2 degrés d'angle de phase, qui est assez élevé. Et il m'a confié qu'il ajoutait de l'huile de cameline, qui est très très riche en oméga 3, en plus dans ses salades. Et donc excellent, quoi. Excellent. Ah oui, ici, c'est vrai qu'on n'a pas eu ces affichages. C'est tout simplement, comme on voit, les variations. Donc, si j'arrive à voir de l'angle de phase, de la réactance, qu'est-ce qu'on a en bas? Je n'arrive pas à lire. Mais en fait, ça permet d'avoir à chaque mesure la Après, variation. en bas, c'est Oui. Z50, mais on va moins l'utiliser on va pas l'utiliser, tandis que l'angle de phase et l'IR qui est en bleu, l'angle de phase en violet, l'IR en bleu, c'est ce qu'on va regarder. Donc l'objectif, c'est que l'angle de phase augmente, c'est le cas, et que l'IR baisse, ou en tout cas que ça stagne. En tout cas, là, les deux évoluent dans le sens, le meilleur des sens. C'est ça. Et donc, un profil tout dans le vert, avec une masse musculaire typique d'une personne qui a toujours été active, plus 2 kg, 2,3 kg, une masse de graisse, excusez-moi, par rapport à la précédente. Mais en fait, on a une prise de poids globale avec une masse musculaire à plus de 3 kg. Le volume hydrique en légère baisse de moins 1 litre et avec tous les curseurs. Donc pour l'instant, à comparer avec le reste, les différentes mesures précédentes, bon, voilà, on a tout dans le vert. Typiquement, une personne qu'on aimerait tous les avoir. Toujours les variations. Alors par contre, là, je vois. Désolé, je ne vois pas les. Oui, alors je vais vous dire ce qu'il y a décrit. Donc en gris, vous avez le poids, en bleu, l'eau, en jaune, vous avez la masse grasse brute et en brun, vous avez la masse sèche hors graisse. Donc voilà, la masse maigre. Oui, donc effectivement, on voit une perte de masse grasse et un gain de masse musculaire, une meilleure hydratation, c'est ça, c'est l'eau, et Exactement. un poids du coup quasi stable. On pourrait parler de recomposition corporelle. Exactement. Donc là, typiquement, on a un exemple parfait.
Un exemple de perte de poids avec, enfin légère perte de poids, quand je dis en stabilité pondérale, avec une réhydratation et une perte de masse grasse. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a été vraiment rassuré puisque son intérêt à venir me voir, c'est d'avoir, comme avec sa voiture, un contrôle technique. Cet outil permet ça. Quand il l'a su, je l'ai expliqué. Et ben, du coup, c'est ce qui lui a permis de venir me voir et d'apporter cette expertise aussi, parce que derrière ça, je lui imprime et je lui rends. Donc, ça lui apporte un petit peu aussi un référentiel comme un contrôle technique à chaque venue. Donc finalement, l'historique a permis de voir vraiment l'évolution depuis le début. Hein. Oui, ouais, c'est bien pratique d'ailleurs. Hein. Alors, la masse grasse à hydratation constante, un petit peu basse, ABC, c'est ça, c'est un -2 ou un +2, je ne vois pas l'écart théorique. Ouais. Et la masse grasse brute, du coup, avec son hydratation actuelle. Son hydratation qui est, on a vu précédemment, dans le vert. Et donc, en fait, on est... ça bouge un peu. Voilà. Ouais. On est sensiblement pareil sur les poids, sur les masses. On voit sa masse hors graisse, donc tout sauf la graisse, les muscles, l'os, les organes, hein, tout ce qui n'est pas graisseux. On tourne autour des 63 kilos, on est dans le vert, on voit que dans l'historique, on s'est amélioré et on s'est maintenu. C'est-à-dire que même le maintien est un effort de sa part, à valoriser aussi. Exactement. Donc là, le métabolisme est lié à la masse hors graisse aussi, puisque nous, on prend la formule Harris et Bénédicte, comme tu disais au début, et on calcule, on l'a un petit peu mis à notre sauce, on a pris en compte la masse hors graisse de la personne. Oui, voilà. La masse musculaire, toujours ce qui intéresse un garçon, je me permets de dire ça, souvent en tout cas, avec un gain de plus 3 kilos. Par rapport à ça, alors c'est surtout toujours par rapport à un référentiel de sa taille, de son poids et de son âge, qu'on voit à 31,56. Voilà, donc cette personne est au-dessus, ce qui amène le curseur au vert. Toujours pareil, avec en regardant les points en dessous, une légère augmentation, une stabilité dans le temps, quoi. Donc là, on a l'idéal, on a quelqu'un qui a pris en masse musculaire parce que votre patient, il a gagné en protéines et en eau, donc c'est l'idéal. Parce qu'il y a des patients qui vont, par exemple, se mettre au sport sans forcément rééquilibrer leurs apports hydriques. Donc là, les apports alimentaires ont été équilibrés et les apports hydriques également. Donc ça a permis la construction de la masse musculaire squelettique qui, je le rappelle, est composée à 75% d'eau et 25% de protéines. Donc beaucoup d'eau et un petit peu de protéines. Les deux sont très importants. Ouais, c'est ça. Exactement. De même pour les masses cellulaires actives et donc toute la masse protéique du métabolisme dans le vert avec supérieur à ces valeurs estimées. Qu'est-ce que je peux dire dessus par rapport à précédemment? Je n'ai pas trop d'idées. On voit un équilibre en fait, la masse cellulaire active, donc body cell mass en dessous, c'est le critère, le premier critère en vert. Et en dessous, alors ICW, c'est l'eau intracellulaire. Et donc, on voit que les deux critères sont plutôt dans le vert, et avec, du coup, ce côté substantible de son activité, de sa pratique, de son quotidien. Voilà, donc là, il lui manque un petit peu d'eau intracellulaire, mais sinon, on a une bonne masse cellulaire active. Voilà, tout en référence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres outils qui font ça. C'est ça qui est super. Hein. Parce que pour une personne en obésité, en gériatrie, ou en tout cas une personne plutôt âgée, on a souvent de la déshydratation, difficulté à boire, masse musculaire différente, les membranes cellulaires aussi vraiment différées par rapport à la norme, hein, c'est normal. Par rapport à un sportif, on peut tout prendre en charge. Il faut être capable d'avoir une belle analyse. Et je me rends compte que j'ai encore des choses à apprendre, ce qui est bien, c'est pour ça que je suis là. Bon, après, j'ai aussi tout le reste qui vient
à côté, mais on a déjà quelque chose de très, très, très performant, quoi. On t'entend plus, si? Je ne t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Ok, est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas, surtout qu'on est deux. Alors oui, j'ai une question. Donc c'est Geneviève. Donc pour le tout premier cas patient, donc l'homme qui était donc en état d'obésité, la toute première slide qui concernait le métabolisme, j'ai pas compris pourquoi on était dans le vert à gauche et on était dans le rouge à droite. Et du coup, ça me semblait. Enfin, ouais, j'ai pas compris cette. Pour moi, c'est lié alors qu'on en a un vert et un rouge. Ça, j'ai pas compris. Je te laisse répondre, hein. Alors, oui, bah, en fait, la dépense énergétique est liée à la masse grasse de la personne. Donc, en fait, si la masse grasse de la personne est trop élevée, la dépense énergétique, si la masse grasse est dans le rouge, la dépense énergétique sera dans le rouge également. Et donc, on conseillera à la personne de perdre du poids. Donc, pour perdre du poids, elle devra apporter moins de calories que ce qu'elle dépense. Il devra y avoir une diminution entre moins 5 et moins 20%. Est-ce que c'était ça qui vous interpellait? Ah, ouais. Mais le métabolisme de base, il devrait également, la valeur calculée devrait également être plus au-dessus, non? Non, parce qu'en fait, la personne, elle a tellement de surcharge pondérale qu'elle s'est créée une masse musculaire pour soutenir ce poids. Donc, en fait, elle a trop de muscles. Enfin, Ah, trop. ok. Elle a beaucoup de muscles. Elle a beaucoup de muscles. Oui, oui, oui. Ok, L'idéal, ce ok, serait de le garder tout en faisant perdre de la masse grasse. ok. Je comprends mieux. Ok, Voilà, le merci. défi, ça sera de maintenir la masse musculaire, absolument. Mm. Et donc, le métabolisme de base, il est vraiment basé sur le corps de la personne, hein, ce que la personne devrait consommer pour maintenir son poids. Et il ne faut pas descendre en dessous quand une personne veut perdre du poids, parce qu'il faut vraiment respecter les fonctions vitales. Il faut apporter l'énergie aux fonctions vitales. Très bien. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Merci pour votre question. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'il est possible de trouver toutes les références, justement, que vous avez listées petit à petit, les références idéales pour les hommes, pour les femmes? Absolument, vous les trouvez dans le PDF qui se trouve dans… Alors, faudrait, si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me demander par mail, comme ça je vous l'enverrai. Mais sinon, vous l'avez tous et toutes à disposition sur votre espace biodimanager.com. En allant dans Assistance, vous avez plusieurs titres en bleu. Vous cherchez le titre tableau de bord en détail et puis il faut sélectionner Biody Manager, le support de 25 pages. C'est un PDF qui s'ouvre et puis vous pouvez le télécharger et vous avez la définition de tous les indicateurs. Ah, ça ressemble à ça. Ok, super. Merci. C'est top. Je vous en prie. Donc voilà, n'hésitez pas à le récupérer. Si vous le trouvez, au moins vous l'avez à disposition immédiatement. Mais sinon, si vraiment vous ne vous en sortez pas, il n'y a pas de problème. Je vous envoie le lien ou le PDF comme vous voulez. Bonjour, moi Parfait. j'ai une question par rapport à l'IR et l'inflammation. Est-ce que vous pourriez me redéfinir ce que c'est pour vous l'IR? Oui, alors l'IR, c'est le ratio d'impédance parce que vous avez en fait un Oui. appareil à multifréquence. Il y a 5 fréquences, 5 impédances en ohm qui sont recueillies. Et l'IR, c'est le rapport entre les impédances les plus basses avec les impédances les plus hautes. Donc Z200 divisé par Z5. Ça, c'était pour l'équation, l'explication mathématique. Maintenant, en pratique, le but, c'est d'être dans les références parce que si la personne est au-dessus des références, ça veut dire qu'il y a un état inflammatoire dans le corps. Par contre, on ne peut pas savoir quel type d'inflammation, ni à quel niveau, à quel point, mais c'est déjà intéressant de savoir qu'il y a une inflammation dans le corps, puisqu'il va falloir orienter les conseils dans le sens pour calmer cette inflammation, ou en tout cas, éventuellement orienter la personne vers un médecin. Est-ce que c'était plus le cas pratique, l'explication en pratique qui
Oui, enfin, c'était ça. Et du coup, enfin, pardonnez-moi, je sais que je vais pouvoir le retrouver après, mais pour une femme, il doit se trouver à peu près à Entre à quel- 0,75 et 0,81, donc c'est un petit peu plus élevé chez les femmes. D'accord. Voilà. Donc si une femme est au-dessus de 0,81, ça veut dire qu'il y a potentiellement un état inflammatoire. Par contre, on me pose aussi souvent la question, que se passe-t-il si la personne est en dessous des valeurs? Donc déjà, c'est très rare, mais Oh, ce ne serait pas inquiétant. En général, ça serait des personnes en très très bonne forme. merci beaucoup. Mais de rien. En tout cas, merci pour votre question. Bonjour. Excusez-moi, Bonjour. Allez-y, allez-y. Petite question. Alors, j'ai pris en cours, je suis désolé. Moi, j'ai des soucis enfin, j'ai des soucis. Quand je prends la mesure sur la pince, il s'avère que suivant l'endroit où je la prends, j'ai une différence qui est énorme en termes de masse musculaire et de masse grasse, qui varie énormément. Donc, Oui. je sais Alors, que d'après les tutos que j'ai vus, il faut la prendre en dessous la malléole, on est d'accord? absolument. Voilà. Et c'est vrai que rien que le fait de faire un léger décalage, ça fait des résultats qui sont Effectivement. Et oui, tout à fait, vous faites bien de le préciser parce qu'on n'a pas parlé de la prise de mesure, mais il faut vérifier absolument. Vous avez la vidéo protocole de prise de mesure sur Biody Connect. Sinon, vous l'avez aussi, prise de mesure e-Biody sur YouTube. Donc, il faut bien respecter à la lettre la prise en main, la posture, parce que si la personne, par exemple, pose l'appareil au-dessus des malléoles, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs. Le but, c'est vraiment de poser l'appareil sous les malléoles. Et aussi, il faut avoir le dos droit. Donc, il se peut que vos patients, sans que vous vous en êtes rendu compte, parce que vous n'aviez pas fait attention au début, peut-être qu'ils se sont un peu penchés en avant ou sur le en côté. effet. Et, voilà. Et donc, le fait de se pencher, ça, effectivement, ça induit des résultats moins fiables. Donc, ce qui peut vous alerter, c'est aussi l'angle de phase. Tant qu'on est sur cette slide, faites attention à l'angle de phase qui est non seulement un indicateur de vitalité, mais aussi un indicateur témoin de mesure, donc un indicateur de confiance. S'il varie trop, c'est que vous êtes sûr que la mesure est mal prise. Ok, merci beaucoup. Moi, Je vous en prie. j'ai eu le cas aussi très récemment où en fait c'était le pied était très sec et le tendon venait bloquer presque au fond de la pince. Et du coup, j'avais une difficulté à venir appliquer mes électrodes. Enfin, la personne a appliqué les électrodes et je ne l'ai pas vu au début. Et en fait, je me suis retrouvé avec une personne plutôt comme ça, avec une masse grasse dans le rouge. Je fais, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, alors il y a des personnes qui sont très très maigres, c'est vrai, et qui ont des chevilles très fines, qui sont même creuses. Ah. Et donc là, c'est compliqué d'avoir parfois d'avoir le contact peau contre électrode. Donc là, l'astuce, c'est un petit peu de pencher l'appareil, de ne Lui pas le mettre tout droit. donner l'angle pour qu'il y ait un véritable Oui, contact. voilà. Le but, c'est qu'il y ait un contact Voilà. peau contre Ouais. peau. Mais c'est vrai Je me qu'il y a posais des la personnes. question, ouais, peut-être au final, est-ce qu'au niveau du talon, l'os du talon, au final, le bout du pied, quoi, vraiment venir, je n'ai jamais essayé, par contre. À Mais la rigueur, peut-être il faudrait essayer au niveau des malléoles, même sur les malléoles directement. Ah oui, je ne suis pas certain que ça C'est pas, soit. c'est pas idéal. Non, c'est sûr que c'est pas Mm. idéal, mais c'est ce qui est conseillé vraiment dans les cas comme ça. Ah oui, d'accord. Mm. Après, voilà, on sait que c'est une des limites de notre appareil. C'est pour ça qu'on en a développé un autre, le BX3, qui n'aura plus ce problème parce que les électrodes seront arrondies. Donc, on n'aura plus ce problème-là chez les personnes en extrême minceur ou en extrême obésité. D'ailleurs. Ouais, c'est ça, il y aura des bords arrondis plus deux patchs supplémentaires si la personne est alitée. Voilà, donc c'est aussi adapté pour les personnes dénutries ou hospitalisées. Ouais. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à tout ce qui est ostéopénie. Vous m'entendez? Oui. Et tout à l'heure, vous parlez de l'ostéopénie et comme quoi on ne peut pas poser le diagnostic de l'ostéoporose. Et du coup, on peut le poser à quel moment, le diagnostic? C'est un critère d'alerte, hein, c'est ça, hein, c'est un Ouais. critère d'alerte. On t'entend plus. Oh, pardon, l'ostéopénie, elle est, on peut en parler quand vous êtes dans la zone orange. Donc Ouais. en fait, ça va commencer vers, pour l'indice, je ne sais plus exactement, en tout cas, le but c'est d'être au-dessus de 0,81.
parce que c'est normal des fois d'avoir un squelette un peu faible. Voilà, comme on disait qu'il y avait des personnes qui ont un squelette un peu gros, il y a des personnes qui ont un squelette naturellement faible. Souvent, c'est des personnes qui ont un petit poids. Mais sur le contenu minéral osseux, la jauge, si vous voyez que la personne elle bascule dans la zone orange, déjà, vous pouvez alerter sur un risque d'ostéopénie. Et donc voilà, nous on ne peut pas faire de diagnostic d'ostéoporose pour la simple et bonne raison qu'on mesure la masse osseuse et pas la densité osseuse en fait. C'est ça. J'ai une question en rapport avec, l'IR. Ici, il s'agit donc d'une personne donc, en état d'obésité. Du coup, ça veut dire que ça ne prend pas en compte l'état inflammatoire de la personne obèse? Déjà, l'IR est assez proche du Oui, 0,1. effectivement, il est assez proche, mais en tout cas, on ne constate pas. Alors, il y a des personnes en situation d'obésité où on voit un IR élevé, mais dans ce cas-là, on voit que l'IR est quand même correct. Donc, je comprends la réflexion, mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'état inflammatoire notable. Alors, peut-être qu'il y en a une très petite localisée, mais je ne pense pas, ce serait quand même vu sur l'IR. D'accord. Moi, j'ai une petite question concernant la masse musculaire. Oui. Vous aviez dit que pour les personnes donc, en surpoids ou obèses, c'était bien de regarder le rapport sur la masse hors graisse. C'est bien ça? Moi, ça a coupé un peu. Voilà. Ça... Non, je vous ai entendu, c'est juste que je cherchais le slide. Ah oui, ok, parfait. Slide. Et du coup, si j'ai un patient qui est au-dessus donc, des valeurs de référence, donc admettons, il a 52 ou 53, ça voudrait dire que quoi? Qu'il n'a pas assez de muscles par rapport à son taux de graisse? Alors, le but, c'est d'être au-dessus dans les valeurs de référence. C'est pas grave si la personne elle est un peu au-dessus. Le plus inquiétant, c'est quand la personne est en dessous de ces valeurs. Ça veut dire qu'elle n'a pas assez de masse musculaire par rapport à la masse hors graisse. Mais dans la masse hors graisse, on a la masse musculaire, les viscères, le contenu minéral osseux et l'eau. Donc, en fait, si la personne elle est trop élevée, ça peut être un problème au niveau de l'eau, tout simplement. D'accord. Okay. Donc, c'est plus facile de régler l'hydratation d'une personne. Bon, c'est jamais facile, mais en tout cas, l'objectif sera atteignable à plus court terme que la masse musculaire si la personne manque vraiment de fibres musculaires. Ça, c'est... Ouais. Merci. Je vous en prie, merci pour votre question. Bonjour, moi je voudrais revenir 2 secondes sur l'angle de phase. Vous aviez dit que ça peut alerter sur le fait que la mesure ne soit pas bien prise. Quelles valeurs peuvent alerter? Si c'est en dessous d'une certaine valeur ou... Alors, en fait, l'angle de phase, il y a des références. Voilà, bon, ça, vous les trouvez. Si vous voulez, je vous les redonne. En tout cas, si la personne, elle est à plus de 2 degrés de sa référence. Donc là, on a l'exemple de quelqu'un qui est tout pile dans ses références. Un homme qui a un niveau d'activité physique faible doit avoir un angle de phase entre 6 et 7,5. En tout cas, pour un homme de cet âge-là. Parce qu'au plus la personne est âgée, au plus l'angle de phase sera bas et ce sera normal. Mais si cette personne-là... Je ne sais pas si les autres m'entendent, mais... Oui. Moi, j'ai... On n'a pas entendu, là. Ah, d'accord. On est tous liés. On voit tout ce qu'elle a planté, c'est ça? Ah, est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas que moi. Allô, allô? Allô, allô, allô? Alors, et non, du coup, on n'a pas du tout entendu ta... non, mais je me suis arrêtée quand je vous entendais. entendais. Avoir sa réponse. Je vous entendais, mais donc apparemment, il y a eu un problème. Est-ce que vous m'avez retrouvé? Oui. Ok. Bon. Donc, je disais, excusez-moi, que l'angle de phase doit être dans les références. S'il y a un écart de plus 2 degrés par rapport aux références, ça veut dire que la mesure est mal prise. Donc, soit par rapport aux références, ou alors par rapport aux habitudes de la personne. Si d'un seul coup, la personne elle a un angle de phase de 2 degrés de plus ou de moins, d'ailleurs, la mesure est mal prise. Ok, merci. Je vous en prie. Donc déjà par rapport aux références et aussi par rapport aux habitudes de la personne. Donc là, dans cet exemple, cette personne, on ne devrait pas avoir de grosses variations. On s'attend normalement à des variations entre 0,2 et 0,3 degrés si les mesures sont prises régulièrement. Maintenant, si elles sont prises, si c'est un entretien que la personne on la voit tous les ans,
là, on peut avoir une plus grande variation, mais pour un suivi comme ça, ce n'est pas censé changer de beaucoup. J'avais une question au sujet de la masse musculaire squelettique des membres. Donc, la masse musculaire squelettique tout court, j'ai bien compris donc que ça permettrait d'évaluer s'il y avait sarcopénie ou pas, puisque c'est sur le corps entier. Mais en ce qui concerne les membres, du coup, c'est une valeur qui permet de tirer quelle conclusion, du coup? Pour la masse musculaire squelettique des membres, voilà. Oui, on ne s'est pas trop attardé parce que là, on n'était pas dans un sujet, dans une étude d'une personne qui avait un problème à ce niveau-là, mais c'est un indicateur qu'on va utiliser plutôt chez des personnes âgées. Donc, on l'utilise chez toutes les personnes de plus de 70 ans, sans exception, à vérifier absolument. Sinon, chez des personnes qui ont une pathologie lourde. Donc, le but étant de ne pas être en dessous de la limite inférieure qui est renseignée. Donc, il y a une limite inférieure ici. Celle-ci, c'est la limite inférieure homme. Après, si c'était une femme, ce serait 5,45 kg par mètre carré. Mais de toute façon, c'est noté. Hein, ça, en fonction de votre profil, ça sera déjà noté. Pas besoin de connaître par cœur. Si la personne est en dessous de cette limite inférieure, ça veut dire qu'elle présente un signe officiel de sarcopénie et donc potentiellement de dénutrition. Dans ce cas-là, il va falloir creuser un peu plus loin. Ça peut ouvrir des pistes. Si la personne est jeune, ça peut soit être que la personne elle est un peu dénutrie, soit que c'est une personne qui a un petit gabarit. Il faut vraiment voir en fonction des cas. En tout cas, majoritairement, pour répondre à votre question, Geneviève, chez des personnes âgées et des personnes qui ont des pathologies lourdes. Merci Oui, beaucoup. On va très vite rediriger, par exemple, faire un bilan sanguin pour voir pour l'albumine, le préalbumine, pour l'état de dénutrition. Ou faire direct un test dès qu'on voit ça. On peut sortir le N-grip et mesurer la sarcopénie aussi. Voilà, c'est un indicateur supplémentaire. C'est vrai qu'effectivement, au niveau de la personne âgée, c'est vrai que souvent, on a la fonte musculaire qui est beaucoup plus importante au niveau des bras et au niveau des membres. C'est effectivement. Ouais, globalement, quand on est en gériatrie, on va la mesurer. On sait déjà presque à l'œil. Bon, plutôt que de sortir le hand-grip, on a ça, on est tout de suite dans l'orange ou le rouge. On passe en dessous de la limite inférieure ou on gravite autour. Direct, on sait déjà quoi prescrire, en tout cas, comme alimentation, quelles recommandations, on sait tout de suite. Ça confirme, en fait. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci pour vos questions. Merci, Maxime, pour la présentation et pour ces deux études de cas. Je ne sais pas si tu avais un petit mot de fin. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas, j'espère ne pas avoir été trop flou. On se rend compte qu'on peut aller très très loin quand même dans les analyses, dans les compréhensions, en croisant les tuiles, en croisant les données. Voilà, moi j'espère. Il faut pratiquer. Je ne t'ai pas du tout trouvé flou, je t'ai trouvé très dans le concret, très pratique, et c'était cette approche qu'on recherchait justement. Donc, je ne sais pas ce qu'en ont pensé les autres. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, soit dans la discussion, soit par mail. Pour rappel, je vous ai mis mon mail à tous dans la discussion, donc vous pouvez m'écrire si vous avez toute demande, par exemple le support, si vous avez besoin du support, n'hésitez pas. Les gens répondent par écrit. Je pense que vu les questions que je lis dans la discussion, on a pu répondre à tout. Donc, on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime. Oui. Je pense que c'était très, très intéressant d'avoir ton approche et je pense que ça a plu parce que tout le monde remercie dans la discussion. Moi aussi, j'étais très satisfaite de cette... Oui, il y aura la diffusion, donc une rediffusion. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire par mail, comme ça je vous l'envoie en individuel. Merci en tout cas, oui, pour l'accueil, pour l'exercice, en espérant en faire d'autres.